Donc, je suis Antoine Delouis, je travaille au Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Avant, je travaillais au Grand Port Maritime de Rouen. Donc, dans les estuaires depuis longtemps. Je suis adjoint au directeur des territoires, des accès et de l'environnement. Bon, le Grand Port Maritime, c'est un territoire qui est disséminé entre Nantes et la mer, envers notre foncier, sans distinction à ce stade-là. C'est le résultat d'une histoire. Les territoires affectés au port, mis en pleine propriété au port, c'est le résultat d'une histoire de projets, de conflits, d'arbitrage. C'est un territoire contraint. La population ou la région nantaise et nazérienne, c'est une zone très dynamique au point de vue industriel, au point de vue urbain aussi. Donc il va falloir s'adapter à une histoire contraignante, un territoire limité et une dynamique très forte. Dans les grands ports, il y a, depuis quelques années, depuis la réforme de 2008, je dirais l'obligation d'avoir des projets stratégiques, donc des visions sur l'avenir. Alors c'est naissant, c'est le deuxième exercice à l'heure actuelle, donc c'est encore un peu balbutiant, c'est encore à améliorer en termes de prise en compte de l'avenir, prise en compte, je dirais, des impacts globaux d'un aménageur d'un territoire dans un contexte économique fluctuant. Un exercice difficile, mais un exercice qui nous amène à consacrer des vocations des espaces. Donc vous avez là, sur le secteur aval, qui est le secteur principal, les lieux des terminaux portuaires, les lieux de zones industrielles, c'est Saint-Nazaire, des lieux, alors en vert, peut-être un peu abusivement, des espaces de nature que nous consacrons depuis 2 projets stratégiques à une vocation nature. Et puis, bon, comme il faut bien prévoir un peu l'avenir, il faut se laisser des degrés de liberté, des réserves foncières potentiellement aménageables. Chez nous, c'est un problème parce qu'elles sont extrêmement restreintes et donc on a besoin de liberté de manœuvre, on a besoin d'évoluer avec la dynamique économique de population et des milieux naturels. Dans le domaine terrestre, on aime bien chez nous s'accrocher d'abord à des approches globales. Des approches globales, genre j'ai mis Natura 2000, des CE, je dirais des outils un peu de l'État, des outils des politiques publiques. Ça nous paraît fondamental de prendre en premier lieu cette démarche-là. On est établissement public. Des approches chez nous très marquées zones humides. L'essentiel de nos territoires, dans l'estuaire de la Loire, c'est des zones humides. L'estuaire de la Loire, c'est 45 000 hectares de zones humides. Nous en gérons 1000. C'est petit, mais il y a une dynamique, il y a quelque chose. Et ensuite, les approches traditionnelles, habitat-fonctionnalité, que j'ai placées avant espèces et espèces protégées, parce que ça me paraît plus important. On a le devoir, en tant que gestionnaire, de procéder à des inventaires locaux approfondis. Il faut connaître son territoire pour savoir comment il évolue, pour savoir comment on va le gérer, et pour savoir ce qu'on a envie qu'il soit demain. On a besoin aussi de quelque chose qui me paraît fondamental, et dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est de la hiérarchisation des valeurs du territoire portuaire dans l'estuaire. Ça ne sert à rien de faire un truc isolé dans son coin. Il faut hiérarchiser ses enjeux, ses connaissances, ses enjeux, ses objectifs par rapport à ce qu'on veut dans le territoire estuarien global. Et là, c'est une démarche qui n'est pas facile, qui demande une concertation, qui demande une discussion longue, approfondie, avec tous les acteurs du territoire. On l'a mené avec des associations environnementales, on l'a mené avec les communes ou les collectivités locales. Dans un cadre plus global, on a mené des discussions, on a participé à des discussions sur une vision prospective de la restauration de l'estuaire. On s'inscrira nécessairement dans ce cadre-là. Et je pense que la notion de hiérarchisation est importante. Dans les études d'impact, c'est souvent une notion qui est oubliée. Compenser. La première des choses, c'est, je vous ai dit, hiérarchisation, et ensuite priorisation. Priorisation au vu du territoire dans sa globalité, en concertation avec les autres acteurs. Ça ne sert à rien, c'est un point de vue tout à fait individuel, de faire une compensation stricto sensu si elle ne s'intègre pas dans un cadre d'enjeu global. C'est mon point de vue. Ensuite, bon, après, c'est des trucs un peu plus pratiques. On aime bien travailler sur les habitats et les fonctionnalités existants, en essayant de les améliorer, de les booster, plutôt que de faire des choses ex nihilo. Mais ça, c'est un point de vue. Bon, pour le domaine terrestre, je crois qu'on va s'arrêter là, ça suffit. Dans le domaine littoral, c'est quelquefois des questions qui sont sensibles. 2 petits exemples qu'on a connus, que vous connaissez, c'est la recréation d'habitats artificiels suite à la construction, par exemple, de Meurpoix,
Perte d'habitat naturel, recréation, favorisation, avec éventuellement des ajouts dans la méthode. Je pense à ce qui est fait à Marseille-Fos, où il y a une écloserie de larves pour amener des juvéniles dans un meilleur taux de reproduction que... alors ça, c'est peut-être critiquable sur le plan éthique, mais voilà, c'est des actions qui existent. Construction de terre-plein dans les ports, ça peut amener des destructions de vasières ou de zones humides. C'est difficile, c'est sensible, c'est compliqué, mais on peut recréer des vasières. Faut-il recréer la vasière qu'on a détruite ou faut-il recréer le maillon sensible dans l'estuaire des vasières déficitaires? Ça, c'est une vraie question aussi. Faut-il compenser à l'identique ou faut-il favoriser les fonctionnalités de l'ensemble du milieu? Dans le domaine marin, je reste convaincu qu'on est trop faible en connaissances, extrêmement faible. Alors, on a besoin d'améliorer ces connaissances. Les ports ne le feront pas tout seuls. Les ports ne sont pas en charge de la recherche en France. Ils peuvent y contribuer, ils peuvent mutualiser leurs efforts avec d'autres organismes. On a essayé de le faire avec Jean-Philippe, en faisant appel à des services de l'État ou des instituts de l'État, quelquefois sans succès. Pourtant, c'est, je pense, la meilleure démarche. Et bien, dans ces cas-là, on remonte ses manches et puis on s'investit dans des modélisations. Là, c'était le modèle de l'estuaire de la Loire, un modèle 3D qui, à mon sens, a assez performant, sur lequel on continue à le faire progresser. Pour essayer de comprendre, on est parti de vision, je dirais, sur la surface de l'eau, de vision aéroportée. On n'est jamais allé voir vraiment ce qui se passait dans la masse d'eau, à l'intérieur de la masse d'eau. Et on a eu quelques surprises, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a besoin de connaître les effets de nos opérations. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un clapage, d'une immersion. C'est pas trivial de savoir comment ça se passe dans la masse d'eau quand 10 000 tonnes tombent d'un seul coup. Les vieilles théories sur la vitesse de chute des grains, c'est complètement foireux. C'est pas du tout ça. Quels sont les temps de résidence des particules, le domaine de dispersion des particules? C'est pas simple non plus. On a besoin de se faire des schémas. On en est encore là, des schémas d'action, des schémas d'effet. On n'en est pas encore aux impacts. Alors, quand on fait des hypothèses, des schémas, des modélisations, on a besoin d'un très gros effort qui coûte très cher, c'est de faire de la validation. Là, on a développé un modèle sur la stabilité de notre dépôt sédimentaire de la Lambarde. On a consacré 2 ans de mesure en nature, le développement d'un modèle spécifique, et on a essayé de relier les deux. Ça marche pas mal sur le passé, sur l'avenir. Il y a encore des hypothèses à lever. Donc, si on veut se projeter sur l'avenir, je fais un aménagement, je fais une opération, je veux restaurer, je veux compenser. Il faut connaître l'avenir, voir les voies de l'avenir et s'assurer qu'on est dans les bons sens. C'est loin d'être acquis, à mon sens. À terre, comparer les scénarios, c'est facile. On a les exemples sous les yeux. En mer, comparer les scénarios, c'est faire varier des hypothèses. Quelle est la solidité ? Quelle confiance peut-on avoir à l'heure actuelle, en règle générale, dans ces genres d'exercices? Alors, on peut faire des analyses multicritères à partir des choses factuellement connues. On peut multiplier les campagnes de terrain, on peut multiplier les modélisations, mais on est toujours dans un jeu d'hypothèses, pour beaucoup de choses. C'est pas simple, et pourtant, il faudra choisir. Alors, une chose qu'on fait beaucoup chez nous, alors le dragage à Nantes, c'est un dragage récurrent, ça fait depuis que le port existe qu'on drague, ça doit faire quelques centaines d'années, de façon différente, dans des volumes différents. Faute d'avoir une analyse précise des impacts, on s'attache à mener sur le long terme, de façon continue, des suivis. Alors suivi avant, c'est un peu difficile parce qu'on a commencé les suivis après avoir commencé les dragages. Mais bon, la zone a été qualifiée d'intéressante, de saine, d'éligible à Natura 2000, avec ses accompagnements, tout ce qui s'y passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir les suivis après, en cours et après, d'imaginer les visualiser, les questions de résilience, visualiser les effets des modifications des pratiques dans un sens d'amélioration. Et ça, c'est des suivis long terme continus. Alors, les opérations mer coûtent cher, les suivis coûtent cher. Mais bon, je crois que c'est une obligation si on veut progresser. Alors, sur des impacts, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent en milieu marin de façon certainement plus complexe qu'en milieu terrestre. Quelques-unes. Quel est le comportement des contaminants chimiques
en termes d'absorption-désorption, en termes de diagénèse, en termes de bioaccumulation, en termes de métabolisation. Il y a des choses qu'on connaît. Comment ça se passe dans la nature? Quels sont les outils qu'on a en termes d'analyse préalable pour apprécier ces choses-là? Vous allez me dire, il y a une réglementation qui fixe des seuils d'acceptabilité, ou plus exactement des seuils de déclenchement de procédure, pour, je dirais, les efforts à mener en amont d'une opération de dragage. Ce n'est pas des seuils qui déterminent le vécu des petits poissons dans le golfe de Gascogne. Il y a encore pas mal de choses à voir. Des influences externes, alors on parlait d'effets cumulatifs, d'autres opérations, d'autres usages. On parle turbidité. L'estuaire de la Loire crache quelques millions de tonnes par an. Nous en déplaçons aussi un petit nombre de millions. L'estuaire de la Vilaine n'est pas très loin. Les activités sur les fonds, il y en a d'autres. On n'est pas les seuls. Je ne citerai pas les pêcheurs, mais aussi. Donc, comment est-ce que tout ça, sachant qu'on n'a pas de point zéro, comment tout ça participe à l'état actuel et quels sont les axes d'effort qu'il faut mener? Ça ne sert à rien d'investir très lourdement sur les dragages si on représente moins d'1%, je dirais, des contributions. Agissons sur les premières contributions. Alors, là, c'est un peu provocateur, c'était pour Jean-Marc. Éviter, réduire, compenser, point d'interrogation. Je ne sais pas si on compense une opération de dragage en mer. Ce que je sais, c'est que le transport maritime a un rôle à jouer. Il se substitue peut-être à d'autres modes de transport qui ont d'autres impacts. Donc il y a une vision globale qu'il faut avoir. N'empêche, sur le milieu marin, il faut, à mon avis, forcer sur l'amélioration des connaissances sur les milieux. Je crois que les gens qui ont travaillé sur le DCSMM en ont fait le constat, même si ça fait, je ne crois pas, partie du plan d'action. Mais ça a été noté que des efforts sur la connaissance sont indispensables. Sur le milieu, ça n'exonère pas les opérateurs sur leurs effets. Participation à des recherches locales, j'insiste sur le local, vous voyez pourquoi. Amélioration des connaissances sur les effets et les impacts potentiels. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se gausser de connaître la quantification, la participation des effets dans un monde qui est dynamique et non linéaire. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de boulot. Amélioration des techniques, ça c'est évident. Je pense que dans les ports, c'est un cheminement qui est en cours, c'est long, c'est lourd, c'est des investissements considérables. Ça n'exonère pas de réfléchir, d'améliorer progressivement les techniques vers des techniques moins impactantes, pour autant que ces impacts soient significatifs. Et puis après, mesures d'accompagnement, pas vraiment mesures de compensation, honnêtement, sur ce sujet-là. Mais mesures d'accompagnement, oui. Lesquelles? Là, ce n'est pas nous qui déciderons. C'est, encore une fois, on est dans un monde où il y a des usages, où il y a des partenaires. C'est la consultation des partenaires, c'est, je dirais, le choix déterminé des facteurs d'amélioration à apporter, qu'ils soient justifiés ou pas, je ne juge pas, mais qu'ils soient collectifs. Il y a des instances, en principe, qui pourraient se saisir, si elles travaillaient dans ce cadre-là, de ces choix-là. Et les ports ont un impact, oui. On déplace du sédiment artificiellement, on ne le génère pas, on ne génère pas les pollutions, mais notre déplacement artificiel a des effets et probablement des impacts. Donc on se doit d'accompagner, je dirais, les mesures au titre de la DCSMM, au titre de préoccupations plus locales ou d'autres mesures de protection réglementaire, au titre des autres usages aussi, éventuellement. On se doit d'accompagner le milieu maritime parce qu'on en fait partie. Voilà, j'ai posé plus de questions que je n'ai apporté de réponses, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations encore.